Bonjour à tous et joyeux Noël, bienvenue dans Tales. Je suis avec Antoine et c'est une édition en live, en présentiel qui se fait aujourd'hui. En présentiel, chose qui n'arrive que très rarement finalement, 1 à 2 fois par an. On excusera la technique qui peut être un peu moins bonne sur cet épisode. Déjà, en parlant de technique, je vais dire à Jean de se retourner et de regarder derrière lui et de faire quelque chose qu'il faut absolument faire tout de suite, c'est-à-dire fermer la porte. Ah, mon Dieu. Pour l'acoustique, ça pourrait être terrible. Voilà. Alors, normalement, là, maintenant, le son est incroyable. Voilà, à La partir de porte est maintenant. fermée. Avant, c'était horrible. Avant, maintenant, c'était c'est bien. Non, mais en plus, on tourne chez moi, la première fois, donc ça va être sympa. Dans cette maison, c'est la première fois. C'est ça, première fois. Et c'est en cours d'aménagement, mais on est dans une pièce qui est tout à fait valable pour faire des petits podcasts, en tout cas. Le setup peut être... voilà. Peut-être qu'il y aura un peu d'écho, parce que la pièce n'est pas encore... Non, pour l'instant, les cartons ne sont pas ouverts. Voilà, mais, à terme, ça sera une pièce sympa pour enregistrer du podcast. Un joli bureau. Moi, j'ai une vue sur une montagne de jeux de société. Non, bon, plusieurs sont encore sous plastique. Mais non, mais c'est parce qu'on n'a pas eu le temps, tu sais, on les a eu avant le déménagement, et puis on est le fameux, enseveli. Non, mais tu comprends, je l'ai pris, mais c'était trop bien, mais ça fait 1 an que je l'ai, mais non, c'est il y a encore... 6 mois. 6 mois, 6 months. J'étais en avril, on est en décembre. Ouais, c'est ça. 10 mois. 8 mois, c'est pas compté. 8 mois. Bon, alors... Bon, on va faire la fameuse rubrique, mais c'est un peu ta rubrique cette fois-ci, hein, parce que moi, tu sais, la rubrique de comment mal dépenser son argent. Attends, mais il me semble pas avoir fait des grosses folies ces derniers temps. Non, mais tu as des yeux sur des choses. Oui, il y a des choses que j'anticipe. C'est ça. Mais j'ai pas... Non, pareil. En ce moment, je suis en train de réfléchir, mais... Enfin, j'ai acheté un petit jeu de société, mais pas... C'est quoi que t'as acheté ? J'ai acheté Traqué. Mais tu vas pas parler de ça. Oui, mais c'était la semaine dernière. Ah, t'as oublié de m'en parler. Il y a longtemps. Non, mais c'est un petit jeu solo, ça, c'est pas un gros jeu du tout, c'est une boîte qui est grosse comme une boîte à goûter, tu vois. C'est pas très très gros. Une boîte à goûter, très précis comme les boîtes. Ouais, tu sais, j'aime la précision. Non, mais c'est un petit jeu de cartes d'exploration de donjons. Il y en a 2. Il y en a un où tu joues John McClane dans Die Hard. Ouais. Enfin, tu joues un genre de John McClane. Il y en a un où tu joues Ripley dans la colonie. D'accord. Et en gros, moi j'ai pris évidemment. Et 2. Non, j'en ai pris qu'un. Un seul, t'as pris Ripley du coup. Bah oui, évidemment, j'ai pris Ripley. Et donc du coup, c'est jamais, ça le dit jamais vraiment, mais c'est ce que c'est. Et du coup, c'est un jeu avec de la génération aléatoire où tu as un deck, tu tires un deck avec des événements. Et le jeu est plutôt bien fait. Tu vas avoir des petits symboles sur les cartes pour savoir comment tu peux les utiliser. Est-ce que tu te fais bouffer par un monstre ou pas? Et le but, c'est d'arriver au bout du jeu. Donc c'est un petit truc sympathique, un peu dur. Enfin bref, j'ai acheté ça. Mais sinon, en jeu de rôle, on se faisait la réflexion. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, mais rien qui nous hype. En fait, il y a beaucoup de suites gamme qu'on n'a pas débuté, donc on va pas faire du suite gamme qu'on n'a pas débuté. La dernière fois, j'ai déjà parlé de Cats, la campagne que j'ai pledge. C'est le pledge de minuit et demi. C'est le pledge dans ton lit, t'es là, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, et là t'appuies, c'est trop tard, c'est parti quoi. Non, et puis la reprise un peu de la saison jeu de rôle là, moi je vais faire jouer enfin je peux pas vous le dire parce que ce sera peut-être le prochain épisode, peut-être celui d'après, mais on espère le prochain. Non, on m'a offert le jeu de société Dune Imperium, qui apparemment était l'un des meilleurs jeux de l'année dernière. J'en ai entendu beaucoup de bien. Il est pas ouvert. Sous plastique. Oh oui, parce que j'ai pas eu le temps. C'est la semaine dernière qu'on l'a offert. Voilà. Et il faut que je loue les règles et puis qu'on essaie de faire une petite partie pour voir. Moi, je vais faire jouer Alien, je pense, bientôt. Ouais. Destructeur des mondes. Et peut-être même Heart of Darkness, j'espère. Ouais, terrible. Je suis en préparation pour... ma dernière campagne est en train de capoter parce que des joueurs sont partis, c'est les aléas de la vie. Et donc la discussion, c'est de savoir... Ils sont morts. Ils sont partis vers un monde médiocre qui s'appelle Lyon. Et donc la question, c'est est-ce qu'on continue en modifiant ou est-ce qu'on lance dans un truc nouveau? Donc là, c'est à voir comment ça se passe. Et dans les trucs qui sont pas encore sortis mais qui m'intéressent, il y a chez Agathe, les mecs qui ont fait Dragon, l'adaptation de L'Enfer de Dante. Ah oui, j'ai vu ça. Ça a l'air pas mal, ça. Ça pourrait être mon kink aussi. Ça pourrait... C'est de la 5e, donc on sait comment ça va se passer. On n'y jouera jamais. Donc, il faut que le bouquin soit dans la vibes d'un Historia. En mode, tu peux te perdre dedans, même si tu n'y joues pas. Et bon, dans un univers comme ça, tu te dis qu'il y a moyen. C'est prometteur. En plus, les designs, Agathe, ils font quand même des trucs toujours jolis. Bon, ils livrent 6 ans après, mais plutôt jolis, quoi. Donc bon, peut-être ça, à voir. Et
Et je crois que c'est tout dans les trucs que je voulais voir. Puis même, je trouve qu'en ce moment... Enfin, après, c'est période de Noël, c'est normal. Mais il n'y a pas de grosses campagnes de financement participatif, de choses inattendues. En fait, il n'y a pas eu de choses où on ne s'attend pas... tiens, un non, mais ça va arriver. Oui, probablement, ouais. Et il n'y a pas de... Ouais, on n'a pas eu de grosses surprises, de grosses campagnes qui sont sorties, de choses un peu nouvelles. Donc, à voir ce qui arrive pour le 2024. Il y a quand même beaucoup de trucs l'année dernière, en vrai. Oui. On peut pas avoir un flot continu de choses. Il faut pas être trop gourmand. C'est sûr. Non, mais voilà. Il y a un truc. Il y a Doctor Who et Dalek. Ah, c'est un jeu de rôle qui est sorti. C'est un jeu de rôle qui vient de sortir. Ouais, toi, dans la 5e encore. Non, voilà. Et il est plutôt mignon. Oui, d'accord. Mais bon, c'est du kink, ça, c'est pas... Oui, non, mais ça, je pourrais y jouer, mais pas avec vous. Oui, voilà. Avec toi-même. Bon. À quoi c'est quoi le jeu du jour, Antoine? On n'en a pas encore trop parlé. Alors, on n'a pas parlé du jeu du jour, effectivement. Donc, après, peut-être que la musique d'intro aura mis de... plus à l'oreille des gens, et peut-être le titre de l'épisode aussi. Je vais vous donner le titre du jeu auquel on va discuter. C'est un jeu un peu atypique. C'est Chronique d'un vampire millénaire. Pour la petite histoire, c'est un jeu de rôle solo. On y reviendra un petit peu. C'est un petit bouquin qu'on a... On était avec Jessie à Cultura, je crois, pour toute autre chose. Et en passant dans les rayons, on l'a vu poser comme ça. Et on a dit, oh, c'est joli, ça on a regardé, on a fait, ah, c'est du jeu de rôle. Mais attendez, quoi? Je ne connais pas. Et on a vu que c'était un jeu de rôle solo. Et on s'est dit, bah allez, on va se prendre ça pour essayer de tester. Et s'en est suivi, du coup, un épisode qui est incroyable. Voilà. Après l'histoire de la moitié des jeux de rôle. J'ai corrompu Jean en disant, achète ça. En fait, j'ai pas corrompu. J'ai ordonné à Jean de l'acheter. Je lui ai dit, achète. Et on joue et on fait un épisode. Il m'a dit, d'accord. Et voilà, nous sommes ici aujourd'hui à cause de ça. Ah, je l'avais vu passer sur Black Book en me disant, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais regardé. Et c'est vrai qu'au début, je m'étais pas. Puis finalement, quand tu m'en as parlé et que tu l'avais pris, je me suis dit, bon. Ça peut le faire, quoi. Ça peut être sympa. Alors, bon, on rentrera un peu plus dans le détail, mais c'est un jeu de rôle solo qui permet un peu de créer votre propre narration. Et on va peut-être raconter ce qu'on a. Alors, moi, j'ai pas fini ma partie. Elle est en cours, parce que j'ai décidé de faire un certain type de partie. Attends, logiquement, même si j'ai pas fait la même que toi, pour finir c'est trop long, quoi. Genre ça. Si on veut bien les choses, ça peut être. Non, ou ça peut être plusieurs semaines, mais il faut jouer tous les soirs, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, bah... Voilà. Surtout si on joue en mode journal comme moi, ouais. où c'est long. On vous en reparlera. Mais du coup, on va peut-être un petit peu raconter nos histoires respectives. Ouais. Moi, j'ai assez de matière, je pense que toi aussi, pour que tu me racontes, je pense qu'on a le temps, tout ce qui s'est passé pour ton personnage. Tu peux nous le raconter, pas nous lire tes entrées peut-être, mais... Je peux lire mes entrées, effectivement. Non, même pas. Alors, tu peux en choisir, mais en tout cas, peut-être que tu peux nous raconter jusqu'il en est maintenant. À mon avis, il y a assez de place. Alors, c'est moi qui commence ? C'est toi qui commence. Je te laisserai choisir la musique que tu voudras mettre en fond. Je vais vous raconter l'histoire de mon personnage qui est... il a commencé tranquillement. Je suis William Tompkinson, né aux alentours de Londres en 1219, après Jésus-Christ, bien sûr. Les fameuses années 20. J'ai été abandonné à la naissance et je suis devenu chevalier malgré tout. Alors, ça peut vous rappeler une histoire connue, effectivement. William, abandonné, Londres, oui, bon, Guillaume le Conquérant, voilà, c'est bon. Bon, moi, c'était un peu un Guillaume le Conquérant raté, hein, c'est-à-dire qu'il bon, il a pas conquéri, quoi. Il est resté chez lui, mais c'est pas mal, déjà. J'avais en personnage un peu important, j'avais le père Frank, le prêtre de l'abbaye de Westminster, qui m'a recueilli, bien sûr. Moi, j'ai fait cliché, je le dis tout de suite, c'est parti en gros cliché tout le long. J'ai le seigneur que je sers, le seigneur Mendel. Voilà, une histoire il m'a offert une épée, j'ai une belle épée, j'étais content. J'ai un cheval. Donc, moi, c'est pas Ablette, j'aurais bien voulu, mais non. Edrald, il s'appelle. Voilà, je l'ai aidé à mettre au monde, une jument à l'époque. C'était il y a 2 ans, et c'est de loin le plus beau cheval que j'ai jamais eu. J'ai aussi... Attends. Je parle pas de ma femme dans le... Non, apparemment, je ne parle même pas de ma femme. J'ai une femme, Anna. On se connaît depuis l'enfance. Et on s'est mariés quelques années. Elle attend probablement un enfant. J'ai pas précisé parce que ça devenait après un peu trop gruesome après. Voilà un peu la présentation de mon personnage. Qu'est-ce qui lui est arrivé du coup à Guillaume? Non, William. William, pardon. William. Ça, c'est mon nom français, ça arrivera plus tard. Je me suis battu avec une sorte de silhouette noire qui était en train de se nourrir du sang d'un bovin dans ma ferme, parce que j'ai une ferme.
J'aime bien m'occuper de la terre, j'ai une petite ferme. Cette créature m'a terriblement blessé à la jambe. J'ai perdu beaucoup de sang, tellement de sang. Je n'aurais pas dû survivre. Et pourtant, je suis là. La créature, c'est Oadriem, elle s'appelle. C'est une silhouette noire, la silhouette noire. Elle a un nom. J'apprends après. Voilà un petit peu. J'ai une blessure purulente exudative du genou gauche. Sympa. Et je dois privé de joke. Je dois bander la blessure plusieurs fois par jour pour ne pas que la tache se voie à travers mes vêtements. Et mes souvenirs ont commencé tranquillement, dans le calme et la tendresse, bien sûr. J'ai tué Anna. Je me suis réveillé dans son sang. Voilà, je suis un monstre. Je crois que le pire, c'est que je suis enfin rassasié. Voilà, c'est comme ça qu'a commencé l'histoire. Donc très bien. Et le bébé dans cette histoire, il en est où ? Je vais refaire le début de la phrase. J'ai tué Anna. C'est bon, on va. J'ai laissé 3 petits points après. Je suis enfin rassasié. Tu vois, c'était pour dire bon. Pris de panique, je me suis réfugié dans la demeure de mon seigneur, Joshua Mendel. La faim est revenue, malheureusement. J'ai attaqué mon seigneur. Je lui ai arraché le cœur de la poitrine. Simplement. À mon départ, le cœur battait toujours. C'est un peu étrange. Voilà. Bon, il s'avère qu'en fait, finalement, Joshua, je ne l'ai pas tué. C'est devenu un seigneur immortel qui m'a pourchassé pendant des années. Donc, il est passé du statut d'ami, enfin, seigneur, voilà, à ennemi immortel, tout de suite grandiloquent, tu vois, tout de suite. C'est pas... bon, en même temps, je lui ai arraché le cœur, je peux comprendre qu'il m'en veut un peu. Mais il a eu la vie éternelle, est-ce que c'est pas si mal ? Bon. J'ai trouvé refuge dans une forêt du Nord-Wessex. La nuit sera mon allié. Je me nourris des randonneurs égarés. La prière me sauvera-t-elle ? Alors, spoiler non, mais je vais quand même poser la question. T'avais le droit de prier. J'étais assez... Bah ouais, mais tu vois, je me suis dit, à l'époque, le chevalier, il est un peu chrétien, quoi. Enfin, il est un peu protestant, j'en sais rien. Vu ta situation, t'es maudit par Dieu, normalement. J'essaye, mais ça me brûle les mains quand je le fais. Oui, c'est ça. T'es quand même censé en souffrir de ta prière. En attendant, je serai un ermite. Ça commence comme ça. Ensuite, j'ai acquis la capacité de me mouvoir dans les ombres et de rejeter toute lumière. Une partie de mon corps est devenue complètement noire. Donc ça, c'est parce que j'ai affronté la silhouette, elle m'a transmis une partie de son pouvoir, tout ça, c'est sympa. Joshua est toujours vivant. J'ai un peu spoilé, du coup. Il est devenu comme moi. Enfin, presque. Il a monté une armée pour me tuer. Ils ont rasé mes terres. J'ai réussi à m'échapper grâce à mon épée. J'ai dû tuer des gens que je connaissais pour m'échapper. J'ai été gravement blessé. Je vais rejoindre le royaume de France par bateau. Quelques années ont passé, donc je me suis rendu compte que le père Franck était probablement décédé, donc je l'ai rayé de ma liste d'amis. Et ensuite, je me suis rendu compte que mon cheval, mon beau cheval que je devais avoir avec moi, il était mort, donc je l'ai remplacé. C'est plus Edral, c'est juste mon cheval. J'en ai plusieurs. Je me suis réfugié à Tours. Et à Tours, Maxime et Mathis se font la guerre pour une femme. Ça, c'est les amis que je me suis fait là-bas. J'ai pris le parti de Mathis et j'ai convaincu ce dernier de tuer Maxime. Oui, donc là, la chrétienne et tout ça, on a complètement oublié. Hein. On est parti en live. Il a shifté un peu. Ouais. En échange de mon aide, je récupérerai la mercerie de ce dernier. Ce sera la parfaite couverture. Jeu de mots, couverture, mercerie. Voilà. On s'est arrêté là. Est-ce que j'ai des petits trucs à plus à dire ? Oui, j'ai... Enfin non, j'ai fait un journal, donc il y a un certain souvenir que j'ai oublié, mais ça on en reviendra plus tard quand on vous expliquera les règles du jeu. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus marrantes ? Non, parce qu'après j'ai fait mes entrées qui sont un peu différentes, mais qui sont quand même un récap de ce que je viens de vous dire. Mais je suis toujours dans ce côté un peu... Enfin, la soif va mieux là. Ça, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je bouffe de l'humain, donc ça va mieux, j'ai compris, je le fais, ça va. C'est beau. Voilà. Et donc on en est là. Et en fait, si, je peux vous lire la prochaine entrée... Ah, le téléphone sonne. Voilà. Pardon, je m'excuse. Je vais vous lire la prochaine entrée à laquelle je dois répondre. Comme ça, vous voyez un peu le thème du jeu. Alors que vous voyagez, vous entrez en conflit avec un autre immortel. Voilà, ça commence comme ça. Et donc, je pense que actuellement, je suis en train de réfléchir parce que je ne suis pas parti en Égypte pour essayer de trouver des indices sur la silhouette originale, parce que ça doit faire à peu près 200 ans là que je voyage. Et donc... En Égypte. Parce qu'en fait, je me suis dit, à la base, quand j'ai créé l'ennemi mortel, j'étais un peu dans le délire, c'est un dieu égyptien qui s'est une créature, etc. Parce que la silhouette noire, j'étais un peu dans ce délire-là. Et donc, je me dis peut-être que j'ai trouvé les indices, que je pars en Égypte, et qu'en fait, du coup, je me fais casser la gueule par un autre truc là-bas. Je sais pas, à la base, je voulais faire un égyptien, puis je suis parti sur Guillaume le Conquérant raté. Voilà. C'est marrant parce que moi, la personne qui me transforme est égyptien. Ah, bah tu vas nous en parler. Allez. Donc moi, je suis parti sur quelque chose de
complètement différent de toi. Pas du tout le même thème. Moi, mon histoire commence en moins 100 avant Jésus-Christ. Oui. Moins 50 même avant Jésus-Christ. Où je suis Julius César. Mais j'en étais sûr. Allez, ça repart. Et ça repart. Et donc, alors que... Mon empire, dans ce jeu ou dans l'autre. alors que je suis au Sénat, prêt à renverser le gouvernement en place, un conseil de sénateurs me trahit et tente de m'assassiner. Et donc, du tout, mon fils spirituel, hein, bien sûr, adoptif, Brutus, est celui qui plante le couteau. Et je me retourne contre lui. Et on se bat, etc. Et il se transforme dans un de mes ennemis immortels. Ouais. Et de là commence une grosse rivalité. J'avais, depuis quelques mois, été transformé, en fait, par une créature enchanteresse que j'avais aidé à pourchasser, à repousser des barbares, Cléopâtre. Évidemment, on est aussi dans le cliché. Complètement. Ouais. Qui, du coup, pour me récompenser, m'a maudit. Donc, oui, sympa comme récompense. C'est une récompense assez... C'est cool, quoi. Donc, du coup, je me suis battu contre Brutus. J'ai été chassé de Rome. J'ai perdu mon empire. Ouais. C'est pas la première fois que ça va m'arriver. J'ai perdu mon empire et j'ai été me cacher, du coup, chez Cléopâtre, où j'ai vécu quelques années dans le palais. J'ai été repoussé, j'ai été chassé. Et donc, j'ai commencé à essayer de m'échapper, de vivre en ermite. Ça n'a pas marché pour moi. J'ai été asservi par un seigneur du mal. Il s'est servi de moi. Ça s'est mal passé, hein, je vous le dis. Il s'est servi de moi et qui m'a fait, en fait... des petits bruits de fouet. Mais ce qu'il a fait, finalement, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire, puisqu'il m'a remis sur le trône de l'Empire de Rome et a commencé un... Non, le trône de l'Empire de Rome. Exactement. Et a commencé un règne absolument diabolique, où j'ai massacré la moitié de l'Europe. Moi qui me sens trouvé un peu dur. Mais c'était sous l'asservissement d'un être cruel, qui s'appelait le maître. Le maître, le seigneur, les seigneurs. Master. Et donc j'ai fini par échapper à son emprise pour vivre parmi les barbares germains. J'ai pris un autre nom, Odoacre. Et donc j'ai eu plusieurs péripéties dans ces tribus barbares, mais j'ai fini par en fait devenir un seigneur de guerre germain pour renverser le dernier empereur romain et retirer la couronne de cet empereur. Après ça, Brutus, qui était devenu immortel suite à notre combat, et sa marque à lui, c'était, on en parlera, le couteau que je lui ai laissé dans le cœur, qui saigne en continu. Yes. Alors que ma marque à moi, c'est une auréole sombre sur ma tête, ce qui fait que je dois toujours porter une couronne de laurier. C'est dommage. Oh non. Ah, terrible. Et donc du coup, moi je me suis arrêté à ça où en 200 après Jésus-Christ, je renverse l'Empire romain. Ah oui. Bon, tu peux donner ton objectif tout de suite. Hein. Tu veux devenir Napoléon. Hein. Je me suis dit que mon personnage allait incarner tous les empereurs au fur et à mesure du jeu pour devenir l'empereur immortel. Ça serait son nom à la fin. C'est ça. Et donc je vais faire... j'ai aussi été Sauron dans une autre vie. Oui. Évidemment. Et Palpatine aussi dans une autre vie. Mon empire est immortel. Et donc moi la dernière amorce. Ma dernière amorce que j'ai eue et pour lequel je ne sais pas, mais donc c'est juste après avoir renversé l'empire. C'est des générations d'une même famille vous servent. Cette lignée débute à partir d'un personnage mortel vivant ou depuis les descendants d'un mortel décédé. Quel rituel bizarre les lie à leur servitude. Donc on part sur Game of Thrones pour moi. Tintin. Non, ça c'était de Hawking, rien à voir. Donc c'est Chronique d'un vampire millénaire, vous l'avez compris, c'est très différent de ce qu'on fait habituellement, puisque là on vous a en fait raconté les histoires qui partent presque un peu dans tous les sens, et c'est... Alors, pas négatif ce que je dis, mais dans le sens des histoires qui bourgeonnent et qui... Dans la direction est difficile à trouver, et finalement, c'est un peu le... Et des liens qui sont pas évidents, mais qui peuvent se créer au fur et à mesure aussi. Donc, c'est un jeu qui a été distribué en 2020. Initialement, ça veut dire qu'il est sorti en anglais en 2020, édité, et il a été traduit en français en 2023. Donc, c'est pour ça... C'est un jeu qu'on avait déjà vu passer il y a quelques années, mais qui n'est sorti traduit en français que très récemment.
Il est sur les... Enfin, vous pouvez le trouver à Cultura, il est dans quand même pas mal de choses. Hein. Je l'ai même vu dans des librairies. Il arrive là comme pour la fin d'année. Ouais. Je crois que c'est novembre, un truc comme ça, il est sorti. C'est un jeu de Tim Hutchings et qui a été traduit par la Loutre Rollist. La Loutre Rollist qui a fait d'autres choses. Hein, Oui, ils ont fait d'autres jeux auxquels... Alors, moi, j'ai jamais joué, mais que je connais de nom. Il y a la Porte d'Ishtar, dans les plus connus. Que c'est, Johan là, ouais. Johan là, il me semble. Hein, Ouais. ouais. C'est un truc sur la mythologie, un petit peu sombre, dark, voilà. Johan là. Tous les épisodes, il ira sentir. Hein, c'est un délire. Là, on va être gentil. Non, et il y a Stalker, ça j'ai entendu parler. Ouais. J'ai entendu beaucoup de bien. Je crois que c'est une sorte de survival game post-apo, un truc comme ça. Ouais, dans une Russie ou une Ukraine dévastée, je crois. C'est un peu, il y a un jeu vidéo bien connu, et c'est un bouquin à la base. Et ça ressemble à un métro. C'est un ça, peu. ouais, je pense, 2033 là. Et ça ressemble un peu, moi ça me fait penser au jeu de société Sight, je sais pas si tu vois le... Alors je vois la boîte, voilà, mais jamais ouverte. Bon, c'est le délire de ça, un peu ce délire là dans le sens Russie, post-apo, machine, tout ça. Initialement c'était un financement, parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris quand j'ai fait un peu de recherche, Chronique d'un vampire millénaire, ça existe depuis plusieurs années et c'était gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez probablement trouver le PDF du jeu en anglais gratuitement sur internet pour pouvoir y jouer avec les règles. Et devant quand même un petit succès, etc., ça a été financé en 2018 au Kickstarter en anglais pour un total de 37 102 $, quand même 1500 contributeurs, ce qui est beaucoup en termes de contributeurs. Les packs étaient pas très chers en fait, ils demandaient 10 €, pour le PDF et 20 ou 30 € pour bouquin plus PDF ou que bouquin. C'est pour ça que la somme peut vous paraître, par rapport à d'autres financements dont vous parlez, peut vous paraître plus faible, mais en fait c'est quand même beaucoup parce qu'il y a beaucoup de contributeurs et le panier pour l'accession, 25 €, est beaucoup plus faible que d'autres jeux. Donc c'est pour ça aussi que le montant total est moins fort. Ça a gagné pas mal de récompenses. Ça a gagné 3 Emmy Awards en 2020. Et ça a gagné un autre award sur le tabletop design. Je crois que c'est moins connu. C'est quelque chose qui joue sur... Enfin, je sais pas comment on dit en français. Qui a récompensé la mécanique de jeu, en gros. Voilà. Après tout... Est-ce que Tim Hutchings a fait d'autres jeux ? La réponse est oui. Des jeux toujours un peu particuliers, comme celui-là d'ailleurs, hein, qui a un style un peu spécial. Il a fait un jeu où vous jouez un ingénieur de la conquête spatiale dans Apollo 47, un livre de 1200 pages avec une page de règles, 3 pages d'aide et 1200 pages de protocoles techniques de la NASA qui sont là juste pour faire du fluff. Ouais. C'est ce genre d'auteur de jeu où on sent qu'il y a un côté très original à chaque fois dans ses propositions. Et Chronique d'un vampire millénaire, c'est son jeu phare apparemment. Quand on regarde un petit peu, il en est assez fier. Et ce côté jeu à part ressort quand même beaucoup. On en parlera, mais c'est un jeu à part. Ouais. En termes d'univers, on avait certains parallèles à faire pour vous donner un peu le style du jeu. Bon, le plus évident. Celui qui te saute aux yeux. Voilà. C'est Entretien avec un vampire. Oui. Voilà. Juste pas parce qu'il y a forcément le mot vampire dedans, mais c'est qu'effectivement, il y a ce côté, j'ai vécu sans vie, voilà, bon. Être immortel, maudit, beau et en même temps, enfin, qui partage sa malédiction, la fascination des autres. T'es dedans, quoi. Exactement. Alors moi, j'avais une référence vraiment obscure. Je pense que le lien va être difficile à voir pour certaines personnes. Le mot obscur est bien choisi. C'est un manga qui s'appelle Fire Punch. Et en fait, il y a ce côté, héros un peu maudit qui entame un voyage et à qui va arriver des horreurs et qui est immortel et qui va survivre et qui va être enfermé pendant 15 ans, battu, qui va s'en sortir, qui va découvrir que le monde a changé. Enfin, voilà, il y a ce côté un peu Darkos, qui m'a fait un peu évoquer ça. C'est très différent, mais il y a un petit lien. Donc, pour vous imaginer, ceux qui ont lu le manga, très bon manga d'ailleurs, assez sombre. Hein, donc, il faut quand même être préparé à ça. Ça commence sur du cannibale d'enfant, donc c'est pas cadeau, quoi. C'est marrant, c'est sur ça que commence aussi ton personnage. Effectivement, c'est pour ça. Mais en tout cas, un petit lien. Voilà, toi, ça t'a fait penser à autre chose ? Et moi, c'est pas que ça m'a fait penser à autre chose, c'est que, comme vous l'avez compris, j'aime bien. Enfin, je regarde Doctor Who en ce moment. Et Docteur quoi ? Docteur qui ? Docteur qui ? Et il se trouve que dans la saison 9, donc le 12e Docteur, l'épisode 5, il y a un personnage joué par Mary Williams, la nana qui joue Arya Stark, qui est un personnage de Chronique de vampire millénaire, puisque elle incarne un personnage qui est devenu immortel dans un passé un peu médiéval fantasmé, qui est retrouvé par le docteur 600 ou 700 ans plus tard,
et en fait, qui fait exactement ce que vous faites quand vous jouez à ce jeu, à savoir oublier progressivement les histoires que vous faites, devenir de plus en plus détaché de l'humanité et être obligé de consigner dans des journaux au fur et à mesure vos histoires pour ne pas les oublier. Ouais. Ce personnage déchire certaines histoires pour ne plus jamais avoir à les relire tellement ça lui fait du mal, etc. Il y a vraiment ce thème du personnage qui devient une vie trop longue par rapport à sa capacité à vivre cette vie-là. Et du coup, je me suis dit, mais c'est fou, c'est exactement ce que tu joues ça. Cet épisode est sorti en 2015. Est-ce que ça a inspiré un peu le jeu ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le parallèle est assez troublant. Donc voilà, regardez Doctor Who et cet épisode-là si vous voulez savoir ce que c'est que de quelqu'un qui joue à ça. À la fin, elle se souvient tellement plus de son nom qu'elle s'appelle juste Moi. Je suis moi. Je suis moi. Normalement, elle s'appelle, j'arrive jamais à le dire, Shield. Ouais. Shield. D'accord. C'est son nom de base. Ouais, elle l'a oublié. Elle l'a oublié. Voilà, je propose que Jean, tu nous présentes un petit peu le jeu en tes mots, tu sais, une petite bande-annonce. Je vais le faire avec plaisir. Au crépuscule de ma vie humaine, un pacte secret avec l'obscurité a scellé mon destin. La nuit où j'ai été transformé en une créature éternelle demeure comme une toile noire dans le tableau de ma mémoire. C'était une nuit sans fin, où l'ombre et la lumière dansaient une valse mystique. Une créature immortelle, elle-même esclave de la nuit, a choisi de me partager le fardeau de son existence. La transformation fut un ballet de douleur et de transcendance, une morsure qui a tranché le voile fragile entre la vie et la non-vie. Cet instant a suspendu le temps, comme si le cosmos lui-même avait retenu son souffle. Depuis cette nuit fatidique, chaque battement de mon cœur immortel résonne comme un écho du dernier soupir de ma vie humaine. Au cours des siècles, qui se sont déroulés comme une lente procession funéraire, j'ai été témoin de tant d'événements. Chacun était un chapitre dans le livre de ma longue existence. Il y eut la Renaissance, où les arts et les idées ont fleuri, comme des roses dans le jardin de l'humanité. J'ai vu des artistes créer des chefs-d'œuvre immortels, des éclats de génie figés dans le temps. Puis vinrent les Lumières, où la connaissance s'épanouissait comme un jardin de savoir. J'ai échangé des idées avec des philosophes éclairés, mais aussi observé les ombres de l'obscurantisme qui persistaient. Au fil des décennies, j'ai traversé des guerres qui ont déchiré des nations et des révolutions qui ont secoué le monde. J'ai vu des empires s'élever et s'effondrer, des civilisations naître et périr. Il y a eu des moments de joie, des éclats de bonheur éphémères dans la nuit perpétuelle de mon existence. J'ai tant aimé, mais j'ai aussi beaucoup perdu, laissant derrière moi des amours qui, comme des étoiles filantes, brillaient intensément avant de s'éteindre. Et maintenant, nous voici un être immortel, perdu dans le tourbillon du XXIe siècle. Les écrans brillants de la technologie moderne illuminent des visages indifférents. Je me tiens toujours là, comme un vestige d'un temps révolu. Chaque décennie, chaque siècle est comme une page tournée dans le livre sans fin de ma vie. Une vie marquée par l'éternité. Merci Jean pour cette belle présentation, comme d'habitude. Oui, bah évidemment. Alors, on va attaquer un petit peu plus le dur du sujet, c'est... Bon, qui on joue quand on joue à ce jeu-là ? On l'a bien fait comprendre, un être maudit, immortel, un vampire, même si jamais... Moi, dans mon personnage, j'ai pas trop utilisé le côté buveur de sang, tout ça, je suis pas rentré là-dedans. Tu peux clairement faire une créature immortelle autre qu'un vampire. Tu peux ne pas aller dans toute la truc vampirique, c'est vraiment le côté. T'as toujours le côté quand même assoiffé de sang, je crois que t'as quand même une compétence, mais ça peut se. Tu peux le changer. Ouais, tu peux rapidement le cocher de toute façon. Oui, et puis même, tu peux, vu que c'est jamais. Tu peux aller dans le côté cannibale, mais t'es pas obligé. Ouais. Mais du coup, un vampire, un être maudit, immortel, et assez inhumain dans le sens, dans ses actes. Ouais, c'est ça qui. Donc, après, la question c'est qu'est-ce qu'on joue ? Et là, c'est plutôt la vie de ce vampire. Donc ça peut être 1000 choses, il n'y a pas de limite en fait. Vous allez jouer la vie et le voyage et les années qui passent d'un vampire ou d'un monstre millénaire. C'est le premier JDR solo qu'on fait. Ouais. Et c'est vrai que le type de jeu, la manière d'organiser les sessions n'est pas vraiment dans la même manière de découper la narration comme on le ferait dans un JDR classique, où là la narration est vraiment le centre de ton jeu.
Donc c'est la question qu'on se pose souvent et le type de scénario, là on peut pas parler de ça. Non, c'est sûr. Et puis je pense que même en termes de jeu de rôle solo, c'est un jeu de rôle solo un peu particulier, parce que quand on en a regardé d'autres, ça se jouait pas du tout pareil. D'ailleurs, on va vous parler du système de jeu, qui est un peu le sel de ce jeu-là. Très simple. Il est assez simple. Pour faire vraiment un parallèle grossier, c'est un peu un mix entre un livre dont vous êtes le héros et du JDR comme on le connaît. D'ailleurs, quand on regarde... Parce que tu as apporté aussi... Alors, attention, c'est pour Johan. Colossal. Colostre, voilà. Le bon vieux Colostre. D'Arcane, qui a un JDR solo et qui se joue de manière très différente, beaucoup plus axée sur le livre dont vous êtes le héros, je trouve. Enfin, dans le côté où tu as vraiment cette décision avec un système beaucoup plus aléatoire de cartes, de réponses, etc., qui va créer aléatoirement un monde. Là où dans ce jeu-là, c'est aléatoire, mais c'est toi qui décide de tout, quasiment. En fait, je trouve dans ce jeu, le lore est plus philosophique, dans le sens où le lore, c'est dans la manière dont le jeu oriente tes actions, avec toujours de la violence, du dramatique et de la malédiction, globalement. Oui. Le personnage n'est pas heureux très longtemps, enfin, en temporalité, il peut l'être, mais le jeu te dit... ça sera une entrée, quoi. C'est ça, une entrée, et puis l'entrée d'après, ça va être un truc terrible, tu vas perdre tout ce que tu avais, etc. Donc il y a vraiment ce côté, le lore du jeu, c'est ça, c'est la culture de l'être maudit, de comment il vit cette malédiction. Là où dans Colossal, t'as vraiment un lore dédié avec des choses à découvrir dans le monde qui sont cachées dans certains bouts du bouquin, plus comme ça va être un livre dont vous êtes le héros, et effectivement des mécaniques plus proches de un JDR avec un système de combat, des caracs, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a, avec un système de cartes où tu vas pouvoir... simuler des fois les monstres en posant les cartes sur la table. Enfin, ils essayent de recréer un MJ virtuel, là où, dans ce jeu-là, en fait, il n'y a pas vraiment de... Le bouquin ne fait pas maître du jeu, il te donne des pistes. Mais... Et en fait, tu t'auto-gères un peu... Exactement. Voilà. Donc, pour vous donner un résumé très rapide du système de jeu, c'est un jeu qui fonctionne par amorce. C'est-à-dire que le jeu va vous donner une amorce. Tiens, j'en donne une amorce au pif dans le bouquin, vas-y. Amorce, c'est un petit texte. Hein. C'est un micro-texte. Mais je vais vous donner l'amorce initiale, lequel vous commencez, comme ça ne spoilera personne si vous voulez jouer. Dans votre soif de sang, vous assassinez un proche. Tuez un personnage mortel. Créez un mortel si aucun n'est disponible. Et prenez la compétence assoiffé de sang. Exactement. Et en fait, comment vous allez... Donc il y a plein... En gros, c'est un livre où il y a beaucoup d'amorces comme ça. Et comment vous allez naviguer entre les amorces, c'est là où intervient la partie un peu hasard, c'est que vous allez lancer 2 dés, un dé 10 et un dé 6, et vous allez faire une soustraction, vous allez soustraire la somme du dé 6 au dé 10. Donc vous allez me dire, mais du coup on peut avoir des valeurs négatives. Oui, c'est possible, et ça vous fait reculer dans le livre. Donc en fait, la progression, elle n'est pas toujours linéaire, vous pouvez aussi repartir en arrière, et vous allez aussi pouvoir me dire, on peut faire 0 du coup. Oui, vous pouvez rester sur la même amorce. C'est prévu, quand vous restez sur la même amorce, il y a en fait, c'est une page, il y a 3 amorces. Et vous descendez, enfin, vous passez à l'amorce, la deuxième amorce, qui est souvent dans le même thème que la première, mais qui complique un peu les choses, ou qui apporte un peu plus de sel, donc c'est pas mal. Et les amorces juste évoluent, on voit bien que les premières amorces sont souvent dans la violence et dans le meurtre. Il y a un côté comme ça, avec assez vite un côté tu perds tout et tu erres. Et puis quand tu avances très loin, il y a beaucoup plus de choses sur le fait que tu deviens vieux. Parce qu'ils imaginent que si tu es à la mort 50, vu que tu commences forcément à la 1 et que tu jettes des dés, que tu fais globalement entre 0 et 5, 6, des choses comme ça. T'avances pas tant que ça, tu recules aussi souvent. Moi, j'ai quand même pas mal reculé et piétiné. Ce qui fait que les amorces vraiment lointaines vont être centrées sur d'autres thèmes. Et quand tu les lis, en fait, il y a un côté... je suis allé voir un peu à quoi ça ressemblait. Et il parle beaucoup de désespoir, de mélancolie, où il force sur comment tu ressens ça, comment ça te fait ça. C'est plus votre ressenti face au monde actuel où vous n'êtes pas du tout censé être, en fait. Il parle d'anachronisme, tu commences à mélanger des choses. Il te demande, parfois, il y a une entrée qui va te demander d'inclure des choses du monde ancien, et dans ta tête, tu modifies tes souvenirs dans ton journal, on en reparlera, et du coup, tu pervertis les choses, t'agglomères. Ou alors tu retrouves des objets de ton toit d'avant et qu'est-ce des que reliques, ça te fait, des reliques. Et du coup la progression de ton personnage va se faire là-dedans, où le jeu va t'imposer des notions d'un tel esprit. Exactement. Donc,
on a cherché un peu comment vous présenter le jeu en termes de règles, et en fait, on s'est dit qu'on allait vous parler de la création de personnages, parce que la création de personnages, elle résume à peu près toutes les mécaniques du jeu. Ouais. Donc, pour créer un perso, il vous faut... Alors, il y a deux façons de jouer à ce jeu-là, il y a deux styles de jeu. Il y a le jeu fait le type de partie journal, donc c'est-à-dire que vous prenez un journal et vous écrivez la réponse aux amorces, etc. Vous avez un peu de temps, comme ça, c'est un peu plus posé, ça prend plus de temps, mais ça permet de créer des histoires un peu plus longues, on va dire. Ça a l'air d'être la manière dont le jeu a été imaginé originellement. Je pense que, oui, de base, c'est plus ça. Il y a vraiment ce côté journal intime que tu te construis, et les autres façons qu'Antoine va vous proposer sont plutôt des façons pour alléger le gameplay, mais ça a l'air d'être le jeu original. Non, c'est sûr. Il y a la façon telle que le présente le bouquin aussi, qui est un peu un mix des deux, c'est-à-dire vous avez votre feuille de personnage, vous écrivez de manière très succincte sur votre feuille de personnage, et vous avez une autre feuille blanche à côté pour écrire de manière très succincte les expériences, mais il n'y a pas besoin de faire des paragraphes, etc. Donc ça peut suffire pour jouer. Et puis vous avez le mode un peu plus, pas facile, mais léger, où en fait vous répondez à haute voix, et vous créez dans votre tête un peu, etc. Il faut quand même avoir un petit bloc-notes pour juste noter les souvenirs et gérer vos souvenirs, mais c'est tout. Donc c'est un peu les trois façons de jouer. Je sais pas si t'en as d'autres en tête. Moi j'ai joué à 2. Oui, t'as fait... oui. J'ai joué à 2 où on était 2 à jouer, on lisait les amorces à haute voix et on décidait ensemble de ce qui se passait comme si on était les mêmes joueurs, mais on se racontait en fait l'histoire. Ouais. Donc j'ai pas écrit, toi tu as fait vraiment le mode journal où tu as essayé d'écrire ce que ton personnage allait écrire dans son journal après avoir vécu ce qu'il avait fait. C'est ça, ouais. Moi j'imagine avoir la chose, puis ensuite je me dis qu'est-ce qu'il pourrait écrire. C'est ça. Donc, nous on a juste raconté à haute voix son histoire en la construisant, déconstruisant, modifiant, sans la formaliser comme toi tu l'as fait. Exactement. Donc ensuite on va vous parler un petit peu donc, de la création du vampire, et comme ça je propose Jean que je te dise un peu la création, et puis tu rebondis, tu nous expliques un peu ce que ça veut dire. Bon, ça commence par imaginer une personne dans un passé lointain, un empereur romain par exemple, hein. Un chevalier français, voilà, plein d'idées. Cette personne, donc vous imaginez, ça deviendra votre vampire. Et ensuite, il faut créer un souvenir avec une expérience. Donc qu'est-ce que c'est un souvenir et une expérience ? C'est à moi que tu demandes ? Oui, c'est à toi que je demande, oui. Et ben, tu veux quelqu'un d'autre dans la pièce ou pas ? Parce que... faut me le dire. Hein, pour représenter les parcours de votre vampire, les expériences sont juste un fait, quelque chose qui est arrivé, et que vous essayez de formuler en une phrase relativement simple. Je vais vous donner la première expérience de mon premier souvenir qu'il me demande de créer. Brutus plante sa dague dans mon dos au Sénat. C'est une entrée d'un souvenir qui s'appelle une expérience. Ouais. C'est exactement ça, ouais. Normalement, la compilation de plusieurs expériences forme un souvenir. Il peut y avoir jusqu'à 3 expériences par souvenir. Exactement. Et ils sont censés avoir une certaine logique entre eux, un certain thème. Voilà. Parfois, ils disent que c'est pas le cas, mais qu'en fait, peut-être qu'on pourra trouver plus tard un thème. Et voilà, dans le jeu, ils donnent un exemple. Ils disent, par exemple, la première expérience, souvent, c'est « Je suis Henri, fils de John, né près de la vallée de la Loire, au XIIIe siècle de notre Seigneur. Je suis un chevalier pauvre qui a été spolié de son héritage. » Donc ça, c'est une expérience. Il faut savoir que dans le jeu, donc, on vous a parlé des amorces. Souvent, une amorce entraîne une réponse. Cette réponse est une expérience. Et cette expérience, vous allez devoir la stocker dans les souvenirs, qui sont des espèces de réceptacles d'expérience. Comme tu l'as dit, un souvenir, c'est 3 expériences. Et alors, c'est-à-dire que c'est maximum 3. Une fois que votre souvenir il est plein, vous ne pouvez pas re-remplir votre souvenir. Et votre personnage, il ne peut avoir que 4 souvenirs en sa possession. Donc, il ne peut se souvenir que de 12 expériences, classées chacun dans un souvenir. Quand il n'a plus de place pour un souvenir, il doit l'oublier. On y reviendra après. Donc, là, on parle un petit peu de la création de personnage. Donc, vous faites une expérience, vous créez un souvenir. Ensuite, vous créez des personnages mortels. Donc ça, c'est une autre ressource du jeu, c'est les personnages. Bon, c'est un peu les amis, les connaissances. Moi, j'avais du coup Brutus, Pompée et Geralt. Très bien. Donc voilà, ils disent que ces personnages mortels ont une relation avec votre vampire, les parents, des amis, etc. Ensuite, donc, vous pouvez décrire chaque personnage en quelques mots. Et vous donnez à votre futur vampire 3 compétences en lien avec sa vie présente, et 3 ressources qu'il a obtenues tant qu'il était encore mortel. Donc, les compétences et les ressources, c'est quoi ?
Les compétences, ça va être... en fait, c'est quelque chose, je trouve, dans le bouquin qui est volontairement, je pense, un peu flou, dans le sens où c'est juste une capacité au sens très très large de ton personnage, un savoir-faire, quelque chose qui le définit finalement. Par exemple, moi, pour César, j'avais choisi orateur. Moi aussi, aisance à l'oral, ouais. Art de la guerre. Ouais. Et repérer la traîtrise. D'accord. Pas très bon pourtant, repérer la traîtrise, moi je trouve. J'ai pas été très bon. Non. Même pareil, moi j'avais savoir s'occuper de mes terres, adroit à l'épée, et aisance à l'oral / leader. Les ressources, c'est plus les ressources matérielles. C'est ça. Ça peut être des ressources comme une maison, une cabane, une épée, un objet. J'avais des belles ressources. Et toi, je me doute que j'avais des ressources sympathiques. J'avais l'armée de légionnaires. D'accord, ça peut être une armée, effectivement. Les finances de Rome. D'accord, ouais. Et le dernier, le Sénat. 3 ressources. J'ai 3 ressources. Et ensuite, pour créer votre vampire, vous allez créer 3 autres expériences. Et chacune de ces expériences, vous allez l'inscrire dans un souvenir distinct. Donc vous allez d'emblée créer vos 4 souvenirs. Et dans chacun de ces souvenirs, vous allez avoir une expérience dedans. Donc il vous restera 2 places libres. Donc techniquement, vous pouvez avancer un petit moment sans avoir à virer vos souvenirs. Et ensuite... Après, vous pouvez les stocker, vos souvenirs, c'est ce que tu ça, on va y arriver à la fin, je pense, ouais. Et ensuite, vous pouvez créer un personnage immortel. Et vous devez en créer un. On doit en créer un qui est la créature qui vous a offert ou maudit la non-vie d'un vampire. Et donc, voilà, on pouvait rencontrer d'autres souvenirs immortels, etc. Et il vous faudra créer une expérience qui explique comment vous êtes devenu ce vampire et qui se cache dans un souvenir. Voilà, donc une fois qu'en gros vous aurez terminé votre vampire, il aura 3 compétences, 3 ressources, une marque. Cette marque, c'est la marque que lui a infligée le personnage immortel et qui va le caractériser. Ça peut être pas mal de trucs, hein. La marque, ça peut être genre j'ai des rats dans le torse, il me manque un cœur, j'ai un genou qui ça peut être très discret, ça peut même être utile, hein. Il y a des marques qui, dans le bouquin, ils donnent un exemple de mes yeux hypnotisent oui, donc je mets des lunettes, les mortels. Voilà, des trucs comme ça. 3 compétences, 3 ressources, une marque et au moins 3 mortels, un immortel et une expérience dans chacun de ces 5 souvenirs. Donc 5 souvenirs, pardon, c'est pas 4, c'est 5 maximum souvenirs. Attends, Non, t'as 5 souvenirs et 3 souvenirs parmi... 3 expériences parmi dans ces 5 souvenirs. On peut pas avoir plus de 5 souvenirs, je pensais que c'était 4, je sais pas pourquoi. Et tu peux avoir 4 souvenirs dans un journal. Pas de conneries, c'est 4. Oui, c'est ça que je confonds, exactement. Donc en fait, vous pouvez pas avoir plus de 5 souvenirs en même temps. Donc le jeu il tourne un peu là-dessus, c'est-à-dire que vous allez créer des amorces, et puis vous allez créer des expériences, vous allez remplir vos souvenirs, puis à un moment vous allez plus avoir de place. Et donc il va falloir que vous décidiez d'enlever des souvenirs. Mais c'est des pans d'histoire de votre vampire. Donc comment il fait votre vampire ? Eh bien il inscrit ses souvenirs dans un journal. Et donc vous allez ajouter dans vos ressources un journal où il y aura ces souvenirs-là qu'il a marqués dedans. Le vampire il prend pour mot ce qui est marqué dans le journal. C'est-à-dire que pour lui c'est ça qui s'est passé. Donc si dans le jeu vous perdez votre journal, il oubliera les souvenirs, il peut oublier comment il s'appelle, etc. Si le journal est modifié, il peut croire à des souvenirs tronqués, on peut le manipuler. Donc il y a tout un jeu comme ça, un peu, qui est dans le thème, quoi, hein, et qui est assez marrant, je trouve. Et de la gestion, il y a toute cette gestion dans le jeu de souvenirs, est-ce que ça je l'ai mis aussi avec ça, mais ça, l'expérience avec celle-là, mais le souvenir va devenir dark, mais là j'ai plus de place, mais il me faudrait, ça allait bien avec, celui-là je vais le stocker dans un journal, faut pas que je perde le journal, etc. Case d'après, vous perdez votre journal, non putain Donc c'est un peu comme ça, voilà, le jeu marche un peu comme ça. Est-ce que tu as des trucs à ajouter ? Je pense que c'est le mot. En fait, c'est ça où. Ça nous a, je pense, tous les deux perturbés d'une façon différente. Quand on a pris ce jeu de rôle, on ne s'attendait pas à ce genre de jeu. C'est un jeu de création de journal intime. Et en fait, c'est fantasmé, fantastique, ce que vous voulez. Il y a un côté, vous laissez dériver votre imagination. Et le jeu est basé là-dessus, sur le fait de. Et donc, toute la mécanique autour de. Vous rappelez de tout ce qui s'est passé. Donc, en fait. Le but est vraiment d'être dans de l'incarnation et du se laisser aller. Et donc, le fait de ça, en fait, c'est vous qui infligez ça à votre vampire, à votre personnage, l'oubli, la corruption de ses souvenirs, et vous allez jouer avec. Et le but, c'est de torturer ce personnage imaginaire et voir ce qui va se passer avec, voir ce qui va sortir de vous-même quand vous allez jouer avec ça. C'est vraiment, il y a ce côté-là qui est le jeu réussit extrêmement bien ça. Si vous vous laissez prendre, ça part et vraiment le jeu tout seul. arrive à vous forcer à prendre des décisions que vous n'aviez pas envie de prendre aussi. Ouais. C'est ça qui est fort, c'est que le jeu, vous vouliez être le vampire, loyal, bon. Le jeu vous laisse pas faire ça. Et en fait, vous n'allez pas avoir le choix. Mais tu peux pas être loyal, bon. Quand il t'arrive un truc bien, et le problème c'est que quand tu commences le jeu par
vous êtes capturé dans un piège tendu. Donc j'ai ouvert le livre au hasard. Vous êtes capturé dans un piège tendu par des prédateurs mortels. Quelle sorte de criminel êtes-vous ? Comment cette expérience vous aide-t-elle à apprendre mieux ? Voilà, je pouvais être un bon... Là, ça y est, maintenant, je suis devenu quelqu'un de... Tu peux avoir cette sensation de « Ok, les 3 derniers souvenirs, j'ai réussi à faire des trucs stylés, je suis devenu plutôt gentil, ok, je vais protéger les humains, je vais essayer de changer de carrière. » Et là, bam, tu retombes sur un truc. Soit le jeu t'oblige avec une amorce, soit le jeu, il vous oblige à gérer aussi avec cette histoire d'expérience et de souvenirs, et ça vous force à faire des choix. Donc en fait, il y a quand même un carcan de règles qui vous guide et qui vous force. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette notion de jeu de rôle, c'est qu'en fait, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Non. T'es quand même encadré par les règles. Bon, du coup, à qui ça s'adresse, Jean ? Ça, c'est... On en est déjà là ? On est déjà là, oui. Moi, je pense que ça s'adresse, vu les thèmes, à des adultes. Parce que, voilà... Antoine est une créature normalement plutôt gentille et il a naturellement commencé par un meurtre horrible son personnage, et en fait le jeu vous demande de façon assez régulière, surtout au début, de commettre des atrocités, et en fait le jeu vous donne très peu de détails mais vous donne tous les éléments pour vous aider à être vous plein de détails horribles. Donc c'est pas à mettre entre des mains trop jeunes. C'est pour un public averti, ça, c'est sûr. C'est pour un public averti parce que les thèmes peuvent être violents, même si jamais rien n'est écrit, il n'y a aucune illustration trop dérangeante, et il n'y a aucune description, il n'y a rien de tout ça. Ouais. Mais il va vous inciter à faire ça. Donc, à qui ça s'adresse ? Des adultes qui savent ce qu'ils achètent. Ouais, je suis d'accord, voilà, il faut aimer le thème. Alors, le thème semble pas très large quand on lit le vampire. En fait, du fait de la possibilité de créer un peu ce que vous voulez, vous pouvez élargir les thèmes. C'est pas que le vampire victorien, etc. Ça peut vraiment... Moi, j'ai pas fait un vampire victorien. Non, mais voilà, moi non plus pour l'instant, mais ça peut vraiment... On va y arriver. Non, je sais pas, moi j'étais parti sur... Je vais révoluer la mode, quand je suis Karl Lagerfeld à la fin. Moi, j'étais un peu dans ce délire-là, tu vois. Bon. Il faut aimer écrire, quand même. Ah ouais. Il y a le côté jouer à deux qui est vraiment intéressant, ça moi je vais tester. Là je me suis plus épanoui là-dedans, où finalement, petite bougie, petite musique que vous aurez en intro, et on arrive à raconter ces histoires et faire « Ah, il lui arrive ça, bah non, je voulais pas... » Enfin, où on s'est raconté une histoire. Moi j'ai rien écrit. Je vois très bien aussi le king du mec ou de la meuf qui va se mettre ses petites bougies autour de la table, qui va prendre sa grande plume d'oie et qui va s'écrire son journal. Ça peut complètement marcher, hein, clairement. C'est fait pour des gens qui aiment vagabonder dans leur imagination, à vraiment ce côté-là. Et voilà, il n'y a pas d'instantanéité. Donc ça, il faut quand même le comprendre. C'est pas un jeu où on va vous proposer une situation et vous allez pouvoir y répondre de manière instantanée comme un jeu de rôle. Il va falloir réfléchir à ce qui se passe, pourquoi... Voilà, il y a quand même du travail, ça prend du temps, hein, c'est pas... Enfin, si on le joue en mode journal, même si on le joue en mode... Il y a quand même des temps de réflexion un peu qui sont pas de 3 secondes, c'est-à-dire qu'on réfléchit, ok, il y a eu cette histoire, pourquoi, comment. Moi, j'ai quand même noté qu'il y a une ambiance qui peut être un peu maussade, un peu lourde. Il faut être en accord avec ça. Il faut se mettre dans l'ambiance. Moi, des fois, j'ai été trop justement dans cette instantanéité ou dans une ambiance où j'étais pas en phase avec ce que le jeu voulait me proposer, puisque le jeu t'oriente toujours vers la vie d'un être maudit, et donc il faut effectivement être dans ce mood-là pour accepter de jouer correctement à ça. Ouais. On a parlé de l'âge, je pense que c'est important, ça s'adresse à... Enfin, pas aux enfants, ça c'est sûr, puis ça s'adresse à tout âge, mais je pense que le jeu doit avoir une saveur très différente à partir de quel âge tu joues, parce qu'il y a quand même le thème et le style de jeu qui est le passage du temps, et je pense que quelqu'un qui a 50 ou 60 ans qui joue a pas du tout le même regard que quelqu'un qui a 25 ans. Je pense ça doit être intéressant d'y rejouer plusieurs années après, parce que tu dois avoir une... Enfin, je sais pas, il y a tout un côté, je trouve, passage du temps, les proches, etc. Et je pense que t'as pas du tout la... Surtout le dernier tiers du jeu se met beaucoup là-dessus, en demandant ce que tu ressens, de voir des choses de ton passé qui ressortent, comment tu t'adaptes à la nouvelle technologie. Il te parle de ça en disant, voilà, le monde a changé, qu'est-ce que ça fait sur toi ? Et c'est vrai que ça, c'est des questions qui peuvent toucher différemment des gens qui ont un âge effectivement différent. Tout à fait. Donc ça, je pense que c'est aussi pas mal. Alors bon, d'habitude on vous dit comment jouer. Bon bah là il y a un papier, un crayon, vous êtes parti. Il y a pas Let's Roll, ça sert à rien. Enfin je veux dire, il y a pas de plus l'ambiance. Est-ce qu'une playlist, bon, il y en a plein des playlists là. En fait ça dépendait. Moi j'ai beaucoup joué avec des musiques très contemplatives. J'ai notamment joué avec la bande son que je t'ai fait écouter hier d'Oppenheimer, où en fait vu qu'il y a...
Alors, il y a L'ambiance, un c'est bien. univers quand même un peu prédéfini du vampire victorien où, naturellement, quand tu ouvres le bouquin, c'est quand même très 18e. Oui. Donc, T'as envie de mettre la petite musique de chambre et de partir en live, quoi. Voilà, le bouquin, d'ailleurs, le bouquin, il fait vieux bouquin 18e, là, avec cette fausse reliure sur le côté. Ce style, vous y êtes dans ces vieux bouquins-là. Et il y a beaucoup d'illustrations qui font cette époque-là dedans. Ouais. Donc, on va dire que l'univers de prédiction, c'est plutôt ça. Mais finalement, vu que vous pouvez partir, moi je suis parti du coup sur l'Empire de Rome, et Antoine, mais du coup, t'es plutôt parti 15e. Non, mais 13e siècle. 13e siècle. Ouais, Moyen-Âge, début. Vous mettez les musiques que vous voulez, mais moi, au début, j'ai pas trop marqué l'ambiance, et je suis parti avec la musique de Oppenheimer, c'était vraiment très très bien. Je pense que tu peux soit jouer, pour moi, tu peux soit jouer avec de l'ambiance, un peu dark, un peu voilà, soit tu peux jouer avec en fonction de l'époque où tu joues, tu peux adapter la musique. Ouais, ça peut être marrant aussi. Ça, je pense. Voilà, et puis la vie. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Jean? Qu'est-ce que t'en as pensé? Vas-y. Moi, j'ai plutôt aimé. J'ai trouvé ça. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Et clairement, ce qui m'a mis dedans, c'est de pouvoir jouer à deux. Parce que tout seul, la première session, j'ai pas réussi à me lancer vraiment. Je pense que t'as été agréablement surpris parce que t'y allais un peu à reculons. Ouais, le thème de base, c'était en mode genre bof. Ouais, le thème de l'être maudit qui s'autoflagelle sur sa vie, bon, c'est pas trop mon truc. Et ça l'est toujours pas. Mais le fait de le faire à deux a fait que on était dans un échange, c'était différent. Enfin, c'était amusant. On a ri de faire ce truc-là. Là où tout seul, je pense que j'aurais encore du mal à me motiver pour faire ça. Parce que tu vois, c'est presque plus drôle d'en parler ensemble et d'ouvrir une entrée et d'imaginer ce que César, enfin Odoacre maintenant, ou le futur Guillaume ferait, plutôt que de le faire tout seul. Donc, non, mais je pense qu'il y a. Oui, je vois ce que tu dis. En fait, je pense que ça reste du jeu de solo. Ouais. Donc, c'est peut-être pas ta cam, je veux dire, solo, mais je sais pas, c'est le premier. Donc, oui, c'est vrai, il faudrait qu'on c'est vrai, il faudrait voir. Tu vois, Colost a l'air d'être plus dans mon délire. Déjà, l'univers m'attire un peu plus, mais même le côté. Les mécaniques, en fait, c'est l'orientation du jeu. Ce jeu-là, il est orienté pour te mettre dans cette peau-là, et moi, ça m'attire moins. Mais malgré ça, pour revenir à Chronique, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon jeu. Les mécaniques sont cool. Le jeu, il veut te faire ça, te faire faire ce journal maudit, et il te donne tout ce qu'il faut pour le faire. Il te force juste ce qu'il faut, et du coup tout le reste est libre. Moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Les seuls défauts, je trouve, au jeu, c'est des fois les amorces, quand tu fais des bonds en avant avec tes dés trop fortes, t'épuisent. En fait, le jeu va constamment vous demander de créer ou consommer des ressources, des compétences, des personnages. C'est une des mécaniques quand il n'y en a plus. Et du coup, quand il n'y en a plus du tout, c'est la fin du jeu. D'ailleurs, vous mourrez, votre vampire disparaît quand vous avez ni ressources ni compétences. Mais en fait, des fois, le jeu n'arrive pas à casse tes histoires. Genre, t'es en train les amorces s'enchaînent et ça marche bien. T'arrives à enchaîner 2-3 amorces avec une histoire qui se suit, et tu vas faire un gros jet de dés où tu vas avancer de 5 amorces. Et là, d'un coup, en fait, ça n'a plus rien à voir. D'un seul coup, le jeu dit vous êtes ça. T'es là en mode bah non. Vous vous retrouvez dans telle situation, bah non. Et du coup, en fait, il faut que tu imagines que 500 ans se sont passés. Et le jeu, des fois, te force à skipper en pleine action. Ouais, c'est ça, et c'est extrêmement frustrant. Ou alors, il te fait créer à la chaîne des ennemis immortels qui ne reviennent pas. Au début, t'as pas eu de chance, c'est pour ça. Moi, j'ai créé 3 ennemis immortels d'affilée. Et je suis là en mode, je peux pas construire une histoire. Du coup, ils se baladent. J'imagine qu'à un moment, ils les réutilisent, mais du coup, il y a ce côté, des fois, mais ça va avec l'aléatoire, où les amorces pourraient être un tout petit peu plus souples par moment. Et elles le sont parfois, mais il y a ce petit défaut. Et du coup, c'est ce moment-là en fait où tu arrêtes la session. Quand le jeu brise une narration que tu avais réussi à tirer, tu fais ok, là je pose le stylo, c'est pour la prochaine fois. Ouais. Non, je suis assez d'accord. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est assez cool en fait. C'est assez atypique. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Je trouve que c'est extrêmement beau. Alors vraiment, le bouquin, il est magnifique. Ouais, ça on n'en parlera pas assez de la maquette. Tout, c'est beau, c'est bien pensé, c'est un bel objet. Le bouquin, il est super beau.
Vraiment, c'est... Moi, franchement, sans déconner, c'est un des plus beaux... c'est pas le plus beau bouquin de jeu de rôle, mais c'est dans les plus beaux bouquins de jeu de rôle. Magnifique. Ouais, la couverture, même l'intérieur, en fait, la maquette, franchement... Vous voulez voir ce que c'est qu'une maquette qui réussit à la fois la lisibilité et l'ambiance et l'immersion, bah, vous ouvrez ce bouquin-là et vous l'avez. Vous avez tout. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment... On voit c'est un artiste, quoi. Il y a des côtés très assumés où il y a des photos, des illustrations qui vont empêcher de bien lire le texte, mais c'est vraiment bien foutu. Ça peut se jouer en solo, ça peut se jouer à deux. Ça fourmille de bonnes idées, je trouve. C'est super ingénieux. Le système de jeu, il est ultra élégant. Le système de... Enfin, en fait, le système d'expérience et de souvenirs, c'est le genre de truc où on se dit, mais c'est tout simple, mais en fait, il fallait y penser, quoi. Parce que c'est vraiment... pour simuler le fait que le temps avance, que vous perdiez vos souvenirs, le choix cornélien de devoir choisir les souvenirs, j'ai trouvé ça vraiment ultra ingénieux, quoi. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis surtout, on va en parler, la gamme. Voilà, je trouve que c'est une belle proposition en tout cas. Je sais pas si tu as vu, mais il y a des annexes à la fin. Ouais, mais j'ai pas spoilé encore. Donc j'ai pas tout lu à la fin. Non, je parle pas des annexes. Ah oui, tu parles. En fait, il y a des trucs. Le jeu. Alors, déjà, t'as un générateur de chiffres aléatoires si jamais t'as pas de dés. Ça, c'est toujours appréciable. Et le jeu sait qu'il aborde des thèmes difficiles. Et donc, en fait, pour savoir si jamais tu dois arrêter de jouer ou pas, je sais pas si t'as vu, il y a la fleur. Ah non, j'ai ce pas vu truc-là. ça. Et en fait, c'est. Dans le jeu de rôle, il y a quand même un côté, si jamais on va au bout du truc, si vous vous laissez emporter par certains jeux, vous pouvez être mal à l'aise avec ce que vous produisez, avec ce que vous voyez. Voilà, c'est quelque chose qui maintenant, on en parle de plus en plus, hein, tout ce qui est autour de la sécurité émotionnelle dans le jeu de rôle. Que vous pouvez, alors là, vous êtes seul avec vous-même, mais c'est pas parce que vous êtes seul avec vous-même que vous pouvez pas vous mettre en danger. Et en fait, le jeu vous propose de répondre à des questions sur la manière dont ce que vous ressentez lorsque vous jouez. Et en fonction des réponses que vous faites, vous dit là il faut peut-être arrêter de jouer, ou alors il faut peut-être même ne plus jouer à ce jeu-là parce que ça vous fait pas du bien. Et le système était plutôt intelligent pour savoir si jamais le jeu a un bon impact sur toi ou plutôt un impact négatif et il faudrait mieux arrêter. Et voilà, on salue jamais assez ce genre de proposition pour savoir un petit peu comment se gérer dans le jeu de rôle. Et le jeu va également vous proposer des règles adaptées pour pouvoir jouer à plusieurs. Alors, je ne les ai pas utilisées, c'est venu assez tout seul, mais si jamais vous avez du mal, le jeu vous propose d'adapter le jeu pour être... C'est vraiment pas mal. On va parler un peu de la gamme. Il n'y a pas que ce jeu. En français, il n'y a pas de gamme. Oui. En VO, il y a une petite gamme. On peut en parler rapidement, mais en français, il y a juste un livre. Alors, on va le faire à la Antoine, encore une fois. Antoine, comment est ce livre ? Alors, c'est un livre en format journal, donc c'est un A5, je dirais. Ouais, c'est ça. De 153 pages. Ouais. En couleur, avec couverture cartonnée, multiples effets sur la couverture. Vous avez du doré, de l'encre sélectif, du vernis sélectif, plein de choses. Au prix de 29,90 €. Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est un livre magnifique. Moi, je l'avais posé et en fait, les gens, il peut y avoir, par certaines personnes, une petite gêne au fait d'être un adulte et de faire du jeu de rôle, des choses comme ça. Quand vous laissez ce livre sur une table, personne ne capte que c'est du jeu de rôle parce que le livre, en fait, est complètement dans son univers et il ressemble juste à un livre ancien, ouvragé. C'est à ça que ressemble le bouquin. Non, vraiment, c'est... moi, je vous conseille d'aller de tester. Et du coup, la gamme anglaise, Antoine, est-ce que tu veux en parler rapidement ? Vas-y, toi. Américaine. Parle de ta gamme anglaise, oui, c'est vrai. Je parlerai pas de ma gamme anglaise, c'est juste que du coup, je suis allé voir sur le site de l'auteur et il se trouve que c'est un artiste qui aime bien faire des dessins de livres. Dans le sens où il a publié, par exemple, le livre de règles Handbook de Donjons et Dragons, 3e édition, je crois, en dessin, c'est-à-dire qu'il reproduit tout le livre sans le texte, juste avec de l'encre et un dessin abstrait de la même page. Et vous pouvez acheter le bouquin avec le dessin abstrait de la page de D&D 3e édition, si vous voulez. Il appelle ça un hommage au D&D Handbook. Et il a sorti un chronique de vampire millénaire dans un esprit qui ressemble à ça, je pense, sans trop spoiler, parce que lui-même ne veut pas qu'on spoil cette chose-là. Donc, avec
quelque chose aussi qui est plus proche de l'œuvre d'art que du livre, et qui s'appelle du coup Le Compagnon de Chronique d'un vampire millénaire, pour ceux que ça intriguerait. Une œuvre d'art autour d'un livre de jeu de rôle. C'est assez original pour le souligner. Il a également fait des dés en obsidienne. Bref, il fait beaucoup de choses, ce monsieur. Et du coup, voilà, c'est pas vraiment la gamme de vampires, mais il y a des choses à aller voir. Il y a des choses à aller voir. Allez voir son site, on le mettra en description du podcast. Vous verrez, c'est intéressant. Voilà, mais moi je vous conseille. Il n'y a pas de. Enfin, le minimum pour jouer, il y a le bouquin, c'est tout. Donc voilà. Et c'est un beau cadeau, je pense. Ouais, c'est un cadeau stylé, un cadeau de release stylé. Je pense que à offrir à des gens qui aiment ça. Je pense que vous pouvez y aller, ça c'est une bonne idée. Alors on enregistre juste avant Noël, donc c'est pour ça qu'on vous parle de cadeau. Mais oui, même, mais il sortira le 1er janvier. Oui, c'est vrai. Il sortira trop tard. Les gens ne seront pas au courant. Bah écoute, voilà, je pense qu'on peut conclure là. Juste avant de terminer, sachez qu'il y a des aides de jeu qui sont présentes en français sur le site de la Loutre Release, qu'on vous mettra en description, avec notamment la fiche de personnage. Si vous êtes comme Antoine, achetez des petits carnets pour faire votre vampire, vous ne le regretterez pas. Ah non. D'ailleurs, je vais vous donner une marque de carnet. Nous ne sommes pas sponsorisés, ne l'oubliez pas. Toujours pas. Mais si une marque de carnet veut nous sponsoriser, il n'y a aucun problème, appelez Antoine. C'est les CD11 par Apika, je crois. C'est des bouquins, c'est japonais, c'est des petits carnets japonais. Ça vaut, selon que vous l'achetez, entre 4 à 6 euros. Il y a une centaine de pages. C'est un super papier pour écrire avec des lignes droites, pour écrire avec de l'encre. Et c'est vraiment des petits notebooks là, super jolis, un peu à l'ancienne. C'est parfait pour jouer à ça. Ça supporte pas la plume, par contre. Moi, j'avais écrit à la plume dedans. Ça traverse. Bon, ça traverse un peu, mais c'est pas... Ça va, hein. Non, mais je parle du plume. Ah oui, non, la plume, non. Non, moi je parle de la vraie plume. Je parle pas de stylo plume qui est... je parle de la plume à l'encrier, ça ne supporte pas. Si jamais il y a des vrais puristes, ce style-là, dans ce style, on voudrait écrire à la plume, à la lumière d'une bougie qui vacille. C'est un carnet de notes. Mais vraiment, on vous mettra un lien... Ah bon? On a du carnet en description, on en est là? Oui, on mettra ça pour les gens qui veulent. C'est parfait pour jouer à ce jeu-là. Voilà, mais écoutez, on vous souhaite à tous un bon Noël, des bonnes fêtes, même si quand elle sort ça sera toujours quand même les fêtes, c'est le début janvier, ce sera les fêtes. Mais voilà, on espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes, et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau jeu. Et du coup, le sujet de la prochaine fois, Antoine, est-ce que tu veux te mouiller? Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois, Antoine? Non, je pense qu'on va pas se mouiller, je pense qu'on va peut-être aller faire un tour en Scandinavie, mais on n'est pas sûr. Ah, peut-être. Ah, peut-être. Voilà. Bon. Allez, on vous dit à la prochaine. Bonne fête.